Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre page, sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Continuez si jamais vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, commenter, partager. Faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément à grandir notre balado. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Mais tu vois, George, ça tombe bien que tu en parles. En fait, tu en parles à chaque début d'émission. À chaque début d'épisode. Dans le fond, oui, ça nous encourage quand les gens vont nous suivre. Les stats sont plutôt bonnes et encourageantes si on voit l'ensemble des plateformes. D'ailleurs, on a remarqué, c'est toi qui m'a fait remarquer qu'au niveau des plateformes audio, on faisait de très, très hauts scores. Donc, c'est très bien, là, notamment Spotify. Donc, c'est parfait. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui nous écoutent sur YouTube. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent sur YouTube, mais qui ne nous suivent pas nécessairement sur YouTube. Pareil d'ailleurs pour Spotify, parce que quand tu viens voir, c'est quand même assez impressionnant en termes de chiffres, mais quand tu vois ceux qui nous follow, qui nous suivent, je pense que c'est pas représentatif du nombre de téléchargements et de vues qu'on a. Ouais. Puis c'est normal, je pense. Je parle à d'autres amis qui sont sur les plateformes. En général, plus que la moitié des gens qui écoutent, qui suivent, ne sont pas abonnés. Donc, on veut être l'exception. Si vous voulez nous aider, allez vous abonner. Aidez-nous. Hey, George, je vais te dire, je viens d'avoir une idée, là. Ouais. Je t'en ai pas parlé. Vas-y. Je t'en ai pas parlé. Hey, il faudrait qu'on fasse, à un moment donné, on devrait parmi nos auditeurs, là, je salue Gabriel, à cause de qui je ne fais plus la météo. Parmi nos auditeurs là, qui nous écoutent, là, peut-être qu'il y en a certains qui voudraient participer, puis peut-être qu'on pourrait le faire sous forme de live. Admettons, en fait, je sais pas, encore une fois, je te dis, je viens d'avoir l'idée, donc elle est peut-être pas bonne, là, mais genre, on pourrait faire 1 heure de live, mais on ferait 6 fois 10 minutes avec 6 personnes différentes, là, tu sais. 10 minutes avec chaque personne, qu'est-ce que vous pensez de telle affaire, blablabla. Ou qu'on fasse un système, genre, comme ligne ouverte, là, tu sais, genre, qu'est-ce que vous pensez de telle affaire politique, etc. Puis la personne, un peu comme la radio le fait, mais... Alors bon, il faudrait qu'on s'organise pour ça. Oui, mais dites-nous si jamais ça vous intéresse, à ceux qui nous écoutent, si jamais ça vous intéresse qu'on commence un format où, je ne sais pas comment on va le faire, là, où on peut vous amener soit par téléphone ou même par sur Instagram, vidéo, sur Instagram. On peut les inviter là, sur Instagram, je crois. Exact. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on cherche pour des nouvelles idées, à rajouter des éléments dans le balado. Oui, si ça vous intéresse, moi, j'ai aucun problème. Oui, on peut amener des gens un peu aléatoirement comme ça et avoir une discussion avec eux, en autant que ça se fasse évidemment sous la politesse. Parce que, tu sais, des affaires comme ça peuvent dégénérer rapidement. Oui, mais tu sais, tu peux rapidement... Exit, c'est ça, exact. On va commencer l'épisode aujourd'hui. Évidemment, il y a le Conseil de ministres, un nouveau Conseil de ministres. On a assez parlé du Conseil de ministres. Donc, remaniement. Le remaniement. Donc, on va discuter de ça. Mais avant, on pensait avec Salim qu'on ne pouvait pas ne pas parler un tout petit peu de cet événement malheureux qui est arrivé aux États-Unis. Charlie Kirk, un influenceur, un YouTuber, un proche allié de Donald Trump qui s'est fait assassiner en direct là, durant une de ses conférences à un campus universitaire. C'est rare, évidemment, qu'on aborde des sujets des États-Unis ou un peu au niveau mondial. On se concentre pas mal plus sur le Québec, des fois au Canada aussi. Mais cette fois-ci, j'ai pensé que c'était important. Pas parce que pas à cause de l'individu. Et on va s'entendre et je pense que les gens connaissent un peu nos couleurs. Moi, je n'étais pas tellement d'accord avec les affaires qu'il disait. Je le suivais pas nécessairement. Je savais c'était qui, évidemment, vu un peu ce qu'on fait, la nature de ce qu'on fait. Salim, c'était très habituel que je reçoive dans l'algorithme des clips de ces affaires. Puis je trouvais un peu, et ça fait des années maintenant. Au début, j'appréciais
beaucoup son concept. Je vais avoir une table, on va aller devant un campus universitaire, je vais parler à des étudiants et on va avoir un échange, un dialogue. Et j'ai beaucoup aimé ce format-là, et pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait, encore une fois, mais parce que il était parmi les rares qui se mettaient dans le public et il engageait publiquement le dialogue. Et c'est quelque chose, évidemment, que de nos jours, ça manque de plus en plus. Et oui, ses propos étaient des fois polarisants, mais c'est correct. C'est correct, c'est ça, c'est son opinion. Puis si t'es pas d'accord, tu peux avoir une discussion. Et beaucoup de ces clips-là, il y avait des gens qui l'engueulaient. Tu sais, ça devenait très... Tu sais, il y avait des gens très animés. Tout ça pour dire que la société dans laquelle on vit, là, honnêtement, moi, je commence à questionner un peu. C'est la société américaine aussi, hein, tu sais, je veux dire, à un moment donné. En même temps, et puis on a eu cette discussion longuement, Salim, et c'est toi qui le dis, tu sais, les États-Unis éternuent, puis c'est nous qu'on attrape la maladie. C'est quoi l'expression, là? Généralement, les phénomènes mettent un certain nombre d'années à venir au Canada, et donc, oui. Mais écoute, je t'entends parler, puis regarde, on est, toi et moi d'ailleurs, père de famille. Ouais. Puis on peut pas imaginer un instant ce que peut ressentir. Mais en plus, il était sur place, tu comprends? C'est comme... Et ça c'est certain. C'est absolument horrible. Rien au monde ne peut justifier de prendre la vie à quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, de tuer quelqu'un. Certainement pas le fait que la personne formule ses idées, etc. Moi, il y a une seule chose que je reconnais à ce monsieur, Charlie Kirk, c'est le fait qu'il ne s'est jamais défilé devant ses idées, c'est-à-dire il les a toujours défendues. Et quand je dis défendu, c'est pas dans son sous-sol ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait en sorte d'éviter un débat ni quoi que ce soit. Cela dit, je veux quand même dire, et ça, évidemment, je pense que ça vaut même pas la peine de le mentionner, mais je vais quand même le mentionner parce qu'on vit dans une époque où on veut faire dire et faire croire aux gens des choses qu'ils ne disent pas et ne croient pas. Évidemment, il y a rien au monde, certainement pas ces idées qui puissent justifier son assassinat, mais ces idées étaient quand même terribles, George. C'est un petit peu là où je suis un peu en désaccord avec toi, ou en décalage, peut-être pas en désaccord, mais un peu en décalage. Pour moi, ces propos étaient extrêmes. Mm-hmm. Et puis tu le sais, hein, que je déteste utiliser le mot extrême pour rien, mais extrême. Extrême parce qu'il y a pas longtemps, il y a environ 2 semaines, il y a 2 enfants aux États-Unis, dans une église, qui étaient en train de prier, qui ont été assassinés. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'a dit M. Kirk à ce moment-là? Il avait dit, ouais, mais il y en aura toujours des morts comme ça, parce que, mais c'est le prix à payer pour pouvoir porter des armes sur nous, là, le 2e amendement, etc., aux États-Unis. Donc, dans le fond, et c'est un peu ironique, parce que c'est comme dire, d'une certaine manière, que lui, il rentre un peu là-dedans. Tu comprends? Maintenant qu'il est décédé. Et c'est quand même un peu fou, parce que, regarde, là, je sais qu'il y a des gens qui sont pro-armes à feu. Je peux pas... moi, je suis pas d'accord avec ça. Jusqu'à quelques arguments, je peux le comprendre. Mais on va se le dire, là. Une arme à feu, là... Puis surtout les armes dont on parle, c'est pas des armes de chasse, c'est pas des chasseurs. C'est pas toi et moi. Bon, moi je chasse pas parce que j'ai jamais eu l'occasion, mais je pourrais chasser si j'avais eu l'occasion. Mais c'est pas toi et moi qui sommes allés à la chasse au faisan comme M. Fitzgibbon. Tu sais, c'est pas ça là. C'est pas de ces armes-là dont on parle. Là. Ouais. On parle. C'est des armes d'assaut. C'est des armes d'assaut. Ouais. Leur objectif ultime, c'est de tuer. Ouais. Ouais. Tu sais, donc, à un moment donné, tu sais, il y a ça, le discours sur les personnes LGBTQ. Écoute, c'est terrible ce qui se disait. Tu sais, sur George Floyd, tu sais, je peux comprendre que il y a des gens là, tu sais, ben, je peux comprendre. Moi, je peux, non, c'est pas vrai. Je peux pas comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux respecter
jusqu'à un certain point, un argument sur tu veux pas culpabiliser les gens pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Et je peux le comprendre. Mais George Floyd, il l'avait complètement démonté. Là, à la limite, il était en train de faire une overdose. Là, c'est pas le gars c'est pas le genou du policier qui l'a étouffé. Puis, quand bien même il avait déjà une prédisposition médicale, si tu fais ça, c'est sûr que tu vas le tuer. Là, c'est ça qui s'est passé. Écoute, je veux dire, à un moment donné, regarde, moi, je suis là où je rejoins complètement ton idée, mais complètement. Une société démocratique en santé veut que les enjeux de société soient discutés de manière civilisée, démocratique, non violente, certainement pas violente, encore moins à coup de meurtre et de tirs et de je sais pas trop quoi. Parce que quand bien même la personne, admettons, on sait pas encore c'est quoi sa motivation, mais on peut s'attendre, on peut raisonnablement croire que c'est quelqu'un qui est pas d'accord avec ce que Charlie Kirk disait. Mais voyons donc, si t'es pas d'accord, fais pas. Si t'es pas d'accord avec l'extrême, ne réponds pas à l'extrême par l'extrême. Exact. Puis c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est sûr que la plupart de ces propos, moi non plus, je n'étais pas d'accord. C'est un républicain, un conservateur social avec les idées qui viennent avec cette idéologie-là. Puis en passant, on a une forme de cette idéologie-là aussi au Canada. Hein. Mais tout ça pour dire que c'était quand même quelqu'un, ce que tu as dit, qui l'engageait dans un dialogue de façon respectueuse. Il invitait des gens, il savait qu'il rentrait souvent dans des endroits hostiles, des campus universitaires où la gauche est partout. Puis en tout cas... Puis, c'est pour ça que moi, j'admirais ce modèle-là, pas la personne. Non, le fait absolument. Que moi, je suis prêt, je suis là, viens me dire, change mon avis si tu peux, puis let's go. Ouais, change mon avis. Je pense pas qu'il ait changé son avis une seule fois en 18 ans. Là, mais le but, c'était, regarde, venez, asseyez-vous et on va en discuter. Mais je suis d'accord. Sur le modèle d'engagement et tout, c'est sûr. Mais bon, ensuite, tu comprends. Mais plus que ça, Salim, le point pour moi, c'est évidemment... d'arriver à un point où le gars se fait tuer, j'ai toujours pas compris. Non, bien sûr, et puis les images sont restées dans ma tête. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont pas encore vu, allez pas voir. Faites pas cette recherche-là. Croyez-moi, vous voulez vraiment pas voir ça. Mais tout ça pour dire que s'il y a un des plus beaux cadeaux qu'on a ici dans le monde occidental, c'est évidemment nos droits et les libertés les plus fondamentaux. Et avec ça, vienne la liberté de choix. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu as tous les choix dans le monde de tout simplement ne pas l'écouter, ne pas l'entendre, ne pas le suivre. Fais quelque chose d'autre. Ouais. Moi, à chaque fois qu'Amir Kadir parle à la télévision, j'ai le choix, je change le poste. Je ne vais pas prendre une arme pour aller commencer. Tu comprends? C'est juste le point dans la société où on est arrivé là, Salim. On est arrivé à un point où l'affaire logique dans la tête des gens, c'est « moi, je veux faire du mal à toi parce que ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec. Ouais. » Et ça me dérange profondément parce que c'est vraisemblablement un problème sociétal. Et la question que je me pose depuis ce jour-là, puis même avant, mais c'est juste que arrivé à ce point-là où le gars se fait tuer, là, ça s'amplifie dans ta tête. Dans quelle société est-ce que mes filles, tes filles, les enfants de tout le monde vont vivre où on peut même pas avoir une discussion, où tu ne sais pas à quoi t'attendre? Tu prends le bus comme la petite jeune ukrainienne aux États-Unis, puis il y a un malade mental derrière elle qui se lève, puis tout à coup, avec une arme, avec un couteau, je pense qu'il a poignardé. Tu sais pas où est-ce que tu vas être, puis qu'est-ce qui va arriver, et je trouve que c'est un problème sur lequel on doit honnêtement se concentrer. Comme société, on s'en va où, là? On s'en va où? Mais alors, regarde, je vais faire une parenthèse très rapide. En fait, c'est un parallèle très rapide que j'aimerais faire, là. Tu sais, dans la communauté internationale, d'une manière générale, là, si on est sur la scène internationale, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on dit qu'il y a une prolifération d'armes, c'est quoi les inquiétudes qui montent un peu partout?
Ben, les inquiétudes, c'est que ben, là, c'est sûr que s'il y a des armes qui circulent, qui vont de tel pays à tel pays, entre tel groupe, etc., ça va donner quoi? Ben là, ça pourrait créer, si c'est pas une guerre civile quelque part, ça pourrait être une guerre entre pays, entre nations, entre groupes ethniques ou des choses comme ça. T'sais. Les proliférations d'armes, c'est ça. T'sais, d'ailleurs, c'est ça qu'on voit même aujourd'hui, là, depuis quelques années. On sent qu'il y a comme une espèce de comment dire, de contraction au niveau international où tout le monde est en train de chercher des armes, tout le monde veut des armes, etc. Ben, on va s'entendre, là, à partir du moment où tu as des armes, bon, ben, disons que les chances que ça puisse dégénérer en guerre, ben, ça arrive. Et ben, là, je ferme ma parenthèse pour faire mon parallèle, pour dire, en fait, c'était quoi? C'était, aux États-Unis, il y a trop d'armes. Il y a plus d'armes qui circulent qu'il n'y a d'êtres humains, qu'il n'y a d'Américains aux États-Unis. Puis encore une fois, je te parle pas d'armes de chasse, là. Je te parle d'armes d'assaut. Ouais. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Alors, on te dit, c'est mon droit. Mais tu sais que Charlie Kirk expliquait ce droit-là par la religion. En passant, je veux juste te dire un truc. Hein. Nous, on critique avec à juste titre d'ailleurs l'islamisme, l'islam politique, etc. Lui, c'est le christianisme politique clair, net et précis. Là. Parce que ce qu'il était en train de dire sur les femmes, si c'était un imam qui disait ça, là, ça aurait été la fin du monde, là, parce que il parlait de sa propre fille en disant que j'ai pas entendu ce bout, mais je l'ai lu quelque part, donc j'espère que ma source était quand même assez bonne, que sa propre fille, si à 10 ans, elle tombait enceinte pour raison de viol, ben, que lui, elle allait s'assurer que cet enfant vienne au monde, etc., même si ça changeait son... Alors, tu sais, regarde, là, il y a tous les êtres humains, autant qu'ils soient, on a tous un petit côté pro-vie là-dedans. D'ailleurs, la raison pour laquelle il y a des gens, on dit qu'ils sont pro-choix, c'est parce que, quelque part, tu peux être... Quand tu es pro-choix, c'est que tu es pro-vie ou pro-choix. C'est comme... Donc... Mais il y a des choses qui sont quand même assez fou. Mais c'est juste que moi, autant j'ai de la peine, puis j'imagine son épouse qui s'est endormie le soir, si elle s'est endormie sans son mari pour le restant de sa vie, parce qu'il ne reviendra pas, puis que ces enfants-là qui ne pourront plus appeler leur père, etc., tu sais, juste à y penser, ça me donne la chair de poule. C'est terrible. Personne ne devrait vivre ça. Malheureusement, il y en a, tu vas me dire, des millions à travers la planète qui vivent ça pour des raisons, je ne sais pas si elles sont pires, mais en tout cas, pour diverses raisons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas non plus que dans le fait que nous rejetions sans aucun ménagement toute forme de violence, particulièrement à caractère politique, mais toute forme de violence, qu'on rejette ça, qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens que ce bonhomme-là soit décédé à défendre ses idées. Évidemment, on rejette cette violence-là, son assassinat, etc. Faudrait pas que ça vienne légitimer un discours qui est franchement terrible et qui, à mon sens, à moi, est contre la liberté et la vie à l'occidentale, justement. Pour moi, c'est une dérive. Sincèrement, c'est une dérive. Parce que c'est pas c'est pas juste être conservateur. Parce que moi, il y a un bout de conservatisme en moi que j'assume sans problème. T'sais. Mais ça, c'est pas être conservateur, ça. Ça, c'est être extrême. Là. Il faut aller sur Facebook, écouter ces discours. J'en ai écouté plusieurs, évidemment, parce que ça a suscité davantage mon intérêt depuis 2 jours. Je peux vous dire que ça répond pas du tout, mais alors là, pas du tout à des valeurs communément partagées ici au Québec. Mais je pense qu'on a d'autres choses à discuter. Exact, mais on voulait juste mentionner ça. Et en même temps, nous, on va, juste pour fermer la boucle, on va pas prétendre qu'on est à son niveau à lui, là, de popularité ou whatever, mais on a une plateforme à toutes les semaines.
on se prête à cet exercice-là où on veut avoir du fun, on discute des nous, enjeux politiques. nous, on frappe sur tout le monde. Ouais, et on essaie de le faire poliment, mais encore, on n'est vraiment pas à son niveau à lui. Là, être à une place où tu peux mobiliser des milliers de personnes, on espère peut-être un jour, mais on n'en est pas là. Mais tout ça pour dire que même pour des gens comme nous, des journalistes, n'importe qui a une plateforme et qui a une opportunité d'exprimer ses opinions puis ses idées, cette semaine, il y a toujours une réflexion là, en arrière de la tête. Là, est-ce que je sors? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je vais offusquer quelqu'un? Est-ce que... Puis il va falloir à un moment donné juste arrêter, respirer un petit peu. Puis je sais pas, j'espère que cet événement-là, au lieu de diviser, et j'ai peur que ça va diviser et polariser beaucoup plus encore la société américaine, j'ai peur que ça vienne au Canada aussi, j'espère à la place qu'on va voir finalement une certaine unité autour d'une mobilisation contre la violence ou je sais pas qu'est-ce qui doit arriver là, mais j'espère qu'il y a du positif qui va sortir de ça. Ben, juste te dire une affaire, justement, pour juste boucler la boucle de ce que tu viens de dire. Tu parles de personnes qui ont des tribunes. Ceux qui ont des tribunes, au-delà des gens dans les médias, etc., ben, tu as les politiciens eux-mêmes. Les politiciens, oui. Ben, on en connaît plein. Ils se ramassent des tartes sur les réseaux sociaux qui sont d'une violence incroyable. Des gens qui ont des politiciens qui on envoie des messages de haine, des menaces de mort. C'est pas normal que la dernière campagne, pas la dernière, mais celle d'avant, un premier ministre, ce cas-ci, c'était Justin Trudeau, circulait avec une veste. C'est quoi le problème? Là? On en est arrivé où? Là? Ça n'a pas de sens dans ma tête. C'est ça, mais exactement. Donc, la violence politique ne devrait pas avoir lieu. Mais, on ne fera pas ce débat aujourd'hui, on le fera peut-être une autre fois, mais je veux juste te dire, attention, hein, aujourd'hui, les populistes, tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, sont des agitateurs. C'est des agitateurs dans la société. Ouais. C'est des provocateurs et ils vont chercher l'instinct primaire le plus abominable chez l'être humain pour mobiliser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens modérés, comme toi et moi, là, on ne peut pas vraiment nous mobiliser. On nous mobilise dans le sens, oui, on est d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on va faire on va participer à des lives de je sais pas trop quoi, etc. Parce qu'aujourd'hui, être modéré, ça mobilise pas. Le centre, qu'il soit à droite, le centre de droite ou le centre gauche, ça mobilise pas. Plus du tout, en fait. Parce que les gens sont comme, ben oui, c'est le gros bon sens, that's it, go, merci, bye. Ah, mais par contre, la grosse droite, la droite extrême si c'est pas l'extrême droite, ou la gauche extrême si c'est pas l'extrême gauche, ah, ça, par contre, ils sont... Ça c'est extraordinaire. Ah ouais. Ça mobilise, puis c'est des agitateurs de foule, puis tu sais, entre ceux qui, ce que tu peux entendre là sur des communautés culturelles, sur les communautés LGBTQ, sur les trucs, etc. Puis d'un autre côté, nier l'histoire, nier la biologie, nier les trucs. Tu sais, tabarouette, là, t'es dans des extrêmes... très extrême. Anyway, revenons un peu à nos affaires. Un nouveau conseil des ministres, on en a parlé quand même beaucoup. Puis on était en train de voir, évidemment, dans ces situations-là, tout le monde se prête au jeu, puis c'est bien, c'est le fun. Mais on ne sait jamais ce que le premier ministre a en tête. On va parler un peu des nouveaux ministres. On a eu, durant quelques épisodes, on parlait de ce remaniement qui venait toujours. Et dans notre discussion, on voulait, on pensait, est-ce que ça va être un grand conseil, un grand remaniement? Est-ce qu'il va faire, le gros show, la grande démonstration que, écoutez, Monsieur le Premier ministre, je vous écoute. Là. La population québécoise, vous nous avez envoyé plusieurs messages. On vous écoute. Voici les gros changements qu'on fait. Finalement, à ton avis, à toi, est-ce que c'était le gros remaniement ou il y a eu
Bon, il y a eu quelques ministres qui ont parti, Ben moi, qui ont pour quitté. moi, Le plus grand, c'était François Bonnardel qui s'est vu franchement sacrifié, là, tu sais. OK. Bon, honnêtement, franchement, là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui pleure le départ de Bonnardel. Bonnardel n'a pas été un bon ministre, ni des transports. À la sécurité publique, je sais pas ce qu'il a vraiment fait là, tu sais, je veux dire, bon, il y avait les feux de forêt où il sortait, etc. Bon, d'accord, good, mais bon, en tout cas, il n'aura pas été mémorable. Et sais-tu quoi? Attention, et ça, je le dis, s'il y a des politiciens qui nous écoutent, ou des gens qui conseillent des politiciens qui nous écoutent, ou des gens qui veulent faire de la politique un jour, attention, le karma en politique, il est encore plus vrai en fait en politique que dans la vie de tous les jours. Parce que Éric Kerr et François Bonnardel, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, avaient été les pires. Mais d'une mauvaise foi extraordinaire. Mais extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé très efficace en opposition. Moi, je l'ai trouvé qu'il faisait une bonne job. Non, mais efficace, évidemment. Quand tu es de mauvaise foi, tu peux être qu'efficace. À un moment donné, moi, non. Moi, excuse-moi, là, pour moi. Puis, je dis pas ça parce que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, moi, j'étais au gouvernement, mais d'ailleurs, j'en étais sorti aussi du gouvernement et qu'ils étaient encore là. C'est pas ça le point, mais sincèrement, là, je veux dire... C'était. Mais, look, je vais clarifier. Moi, parce que moi aussi, on était au gouvernement, quand il était en opposition, je les trouvais très efficaces. À chaque fois qu'ils se levaient debout, je disais, ouf, here we go. OK. Tu sais, ils faisaient leur job et je pensais. Dans le style théâtral. Mais t'es en politique. C'est la période de questions, Salim, c'est du théâtre. C'est rien d'autre que ça. Non, mais alors, ça, c'est de l'opposition théâtrale au niveau de la période de questions. Mais au-delà de la période de questions, il faut que je travaille tes dossiers. Oui. Mais s'ils étaient bons en opposition, ça veut dire qu'ils travaillaient leur dossier pour critiquer le gouvernement. Mais je vais dire une chose. À cette époque-là, je me disais que si eux autres arrivent un jour au gouvernement, ils vont être des bons ministres. Moi, ils m'avaient convaincu en opposition qu'ils avaient cette habilité-là. Une fois arrivés au gouvernement, ils vont être bons. Comme, par exemple, moi, quand on est arrivé en 2007, moi, l'opposition, le critique aux finances en opposition, c'était François Legault du PQ. Et à chaque fois qu'il se levait pour critiquer Raymond Bachand, moi, j'étais comme, oh, here we go. C'est parce qu'il était bon. Puis je le voyais, puis je me dis, mon Dieu, lui, là, tu sais, quand le PQ, éventuellement, quand il va revenir au gouvernement, il va être parmi les bons ministres. Tu sais, dans ma tête, c'était ça. Ouais, je pensais à tout. Je voyais l'image un peu très objectivement. Oui, mais là, je parlais pas de François Legault. Non, mais parce que on n'est pas. Mais il est pas mieux, là. Mais c'est pas. Non. Ben d'abord, il est quand même PM depuis 7 ans et il a monté un parti politique et en 7 ans, il a pris le pouvoir, ce qu'on n'a jamais vu avant. C'est vrai. Donc, moi, je parle pas de François Legault. J'ai très spécifiquement parlé de 2 personnes, Éric Kerr et François Bonnardel, qui étaient, alors, je suis d'accord avec toi, efficaces, mais efficaces sur 2 aspects. Ben, le premier, alors le côté théâtral au niveau de l'opposition, ils l'ont maîtrisé, et tant mieux. Tu sais, ils étaient à l'ADQ où pendant un bon bout, il y avait peu de députés, puis ils ont été un peu plus, puis c'était ceux qui avaient un peu plus de leadership. On les a vus un petit peu dans ces 18 mois, puis quand l'ADQ est retombé à une poignée de députés, là, je pense que c'était 5 8. ou 6. 8? 8, OK, peut-être 8, je sais plus. Ils étaient encore là, donc ils avaient été en mesure de conserver leur circonscription. Bravo pour eux, etc. J'ai pas de problème. Mais écoute, ils étaient, franchement, plus souvent qu'autrement de mauvaise foi. Puis encore une fois, je m'excuse, mais un député d'opposition, si on limite si on doit évaluer son efficacité seulement à la période de questions, je peux te dire que c'est environ 30% du travail seulement, parce que un député ou même pas, mais je dis 30% parce que c'est quand même un exercice important, mais je dis ça pourquoi? Parce qu'un député là, c'est celui qui creuse son dossier, qui va au fond des choses pour être en mesure de sortir, entre guillemets, les scandales. Parce qu'un député d'opposition, c'est quoi? C'est quelqu'un qui contrôle l'action gouvernementale. Il est là pour savoir. Pas j'attends ma revue de presse le matin de voir s'il y a un article que je sais pas quoi, puis comment est-ce que je peux le tartiner. Puis eux autres, là, ils en ont tartiné. J'avoue qu'Éric Kerr,
C'était un baratineur encore plus que Bonnardel. Mais Bonnardel, disons qu'il ne sortait pas du lot. Hein. Je m'excuse. Regarde, autant je respecte beaucoup les autres caquistes, y compris ceux avec qui je ne suis pas d'accord, etc. Autant, franchement, ces deux-là, là, moi, je te dirais que, ouf, bye-bye. C'était le temps qu'ils s'en aillent. Et moi, je te dirais même qu'ils en ont fait plus que passer. Puis là, Éric Kerr, là. Éric Kerr, le bordel informatique, c'était supposément lui qui le comprenait ça. Ouais. S'il avait creusé véritablement ses dossiers dans l'opposition, pourquoi il ne les aurait pas creusés autant lorsqu'il était ministre responsable de ça? Non, je m'excuse. Il était pas bon. Ouais. Dans l'opposition, il était efficace, mais qu'est-ce que tu veux? Il se levait pour tirer sur tout ce qui bouge un peu n'importe comment. Et tu sais, je veux juste te dire un truc. En politique, fais attention parce que comment dire? Les hauts et les bas? Oui, les hauts, les bas, mais le retour d'ascenseur ou le retour du balancier aussi peut être fracassant. Je peux te le dire, tu peux être un très bon critique en opposition. Tu peux être un excellent député d'opposition. Tu peux être dur et tough dans l'opposition. J'ai aucun problème avec ça. Go for it. Pas de problème. Mais, comme on dit en anglais, stay classy. Parce qu'attention, au moment où toi, tu vas être en train de descendre, il y en a un autre qui va être en train de monter. Puis t'es mieux que celui qui est en train de monter. Mais c'est aussi pour ça, Salim, que très souvent, ou plus souvent qu'autrement, les gens qui sont en opposition dans un dossier spécifique, quand ils se rendent au gouvernement, c'est rare de les voir assumer le ministère dont ils étaient le critique en opposition, justement à cause de ça. Entre autres à cause de ça, oui, exactement. Là, je suis bien d'accord. Mais alors là, parlons du... C'est ça. Donc, Bonnardel... t'as quand même posé une question. Ouais. T'as quand même posé une question. La question, c'est de savoir, est-ce que, grosso modo, le remaniement, est-ce que c'est un... Est-ce qu'il était aussi imposant ou grand qu'on l'espérait? Ben, écoute, oui et non. Alors, c'est stupide comme réponse, oui et non. Mais je vais commencer par non. Moi, je vais te dire pourquoi non. Parce que si M. Legault a, monté un peu les attentes en disant que son remaniement allait arriver, puis qu'il a laissé entendre qu'il serait assez conséquent, son remaniement. Là, il a gardé son ministre des Finances. Il a gardé sa ministre de l'Économie et de l'Énergie. Il a gardé son ministre de la Justice. Il a gardé son ministre de la Santé. Bref, et là, j'en échappe. Mais dans le fond, tout le monde reste, sauf 5 personnes. Donc, on avait André Laforêt qui a annoncé qu'elle quittait. Mais tu dis pour les mêmes postes. Non, moi, je te parle des mêmes postes. Parce que remanier, ça ne veut pas dire que tu les sors ou tu... Moi, je te dis, ce que je viens de te dire, il les a gardés strictement au même endroit. Ouais. Donc, est-ce qu'il va y avoir un... C'est les intouchables qu'on a appelés. Intouchables, mais si tu leur avais donné d'autres postes, ils auraient pu être aussi bons dans leur autre poste. Sauf que là, M. Legault s'est retrouvé dans une situation où tu en avais 2 qui lui avaient dit « Over my dead body, moi, je sors pas de là, tu me bouges pas de là. » Puis, c'était 2 personnes que M. Legault pouvait pas se permettre de perdre. Mm-hmm. D'abord, M. Dubé, ensuite, M. Girard. Donc, M. Dubé, il voulait rien savoir de quitter la santé au point où il l'a dit publiquement. Ouais. C'est rare, ça, qu'un ministre dise ça. Mais une fois qu'il l'a dit publiquement, ça y est. Sauf que, et je pense qu'on l'a déjà dit, sauf qu'à partir du moment où M. Dubé restait à la santé, M. Dubé était le seul qui, disons, aurait pu potentiellement succéder à Éric Girard aux finances. Donc, finalement, si tu bouges pas Dubé, tu bouges pas Girard. Mais là, si tu bouges pas Girard, tu bouges pas Fréchette, tu sais. Ouais. Donc, et finalement, dans les portefeuilles économiques, il n'y aura eu qu'un seul changement. C'est Madame France-Hélène Duranceau qui arrive au Conseil du Trésor. Ouais. Et que M. Legault a appelé... On y reviendra. C'est ridicule. En tout cas, moi, tout ce que j'ai compris, c'est que le reste des ministres, c'est des Dalmatiens.
On reviendra parce que, tu sais, les gaffes là, de M. Legault comme ça, là, c'est des jokes plates. Là. En tout cas, on y reviendra. Mais justement, c'est ça. Donc, on les a nommés les intouchables. Ils restent en poste. Mais il y a eu quand même des changements que... Tu sais, par exemple, un Bernard Drinville, quand tu es ministre d'Éducation et tu prévois un remaniement, nous, comme observateurs, on se dit, garde, il n'était pas si mauvais que ça, hein, Bernard Drinville, il est quand même populaire, il est bon, il a de l'expérience. Tu le vois peut-être monter des grades, tu comprends? Puis d'aller de l'éducation à l'environnement, je sais pas si c'est une promotion. Puis en plus, un gars comme Bernard Drinville s'est déjà mis... il a déjà mis son équipe dans l'embarras. On se souviendra la première campagne où toute l'affaire avec les GES c'est sorti, les médias n'ont pas tardé à trouver le clip. Là, t'sais. Puis là, tout à coup, il se retrouve comme ministre de l'Environnement. En tout cas, tout ça pour dire qu'un gars comme Bernard Drinville, moi, je pense, on l'a déjà eu hein, sur le podcast, puis on l'a connu avant en opposition. Lui, c'est quelqu'un qui rentre dans son affaire, qui fait son travail. J'ai aucun doute que même si on a l'impression que c'est pas son élément, il va quand même faire sa job. Bernard Drinville, il va étudier ses dossiers, il va prendre le temps, puis c'est un de ces ministres-là qui sont hands-on, comme on dit. Il va lire tout ce qui existe, puis il va devenir bon, entre guillemets, il va connaître ses affaires. Ben, je suis d'accord avec toi sur un truc. Bernard Drinville, son passage à l'éducation, puis je m'excuse auprès des personnes du monde de l'éducation qui ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, parce que d'une manière générale, les gens qui travaillent dans les réseaux de l'éducation ne sont jamais des gens qui aiment beaucoup leur ministre, quel qu'il soit. Oui. Ils aiment ça quand ils changent, les ministres. Oui, mais il y a toujours des revendications. Mais comment je veux dire ça? Mais d'une manière générale, Bernard Drinville a fait un passage très, très honorable au ministère de l'Éducation. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, c'est un travail qui aurait mérité une promotion. Et mais là, le ministère de l'Environnement n'est pas une promotion. Non. C'est même pas un déplacement latéral. Je peux pas dire que c'est une démotion. Pardon, on ne dit pas d'émotion en français. On peut même pas dire que c'est une des rétrogradations, parce que quand même, c'est un ministère important, très important même. Un ministère dans lequel il y a quand même aussi beaucoup d'enjeux et d'opportunités. Donc, si effectivement il est aussi habile, quoique il ne reste pas grand temps dans ce mandat-là, il reste une année, là, mais... il y a des choses intéressantes qu'il pourrait y faire. Et je suis d'accord avec toi, on peut s'attendre à ce que Bernard Drinville maîtrise au bout d'un certain temps ses dossiers et puisse les faire rouler. En tout cas, moi, personnellement, j'ai bon espoir. Et sur la question des GES, moi aussi, ça m'a amusé parce que moi, dès que j'ai entendu Bernard Drinville à l'environnement, puis c'était déjà des rumeurs avant que ça sorte dans les médias, puis j'ai comme... Il va vraiment le nommer à l'environnement, lui qui a dit « lâchez-moi avec les GES ». Mais soyons honnêtes. Quand il avait dit « lâchez-moi avec les GES », il avait dit « lâchez-moi avec les GES, les voitures qui vont circuler dans le troisième lien seront pour la plupart électriques ». Une manière de dire... Il y avait un contexte très particulier qui est... Quand tu prends le clip... C'était pas « lâchez-moi avec les GES » dans le sens « on s'en fout des GES ». C'est pas ça que ça voulait dire. Cela dit, on va se le dire, le troisième lien, c'est pas... un projet très environnementaliste. Donc oui, d'une manière générale, il a quand même un impact. Mais Bernard Drinville, à l'environnement, c'est probablement pas mauvais, c'est plutôt bon. Mais moi, je pense à politiquement. Et politiquement, je crois qu'il aurait mérité... une promotion plus claire. Je suis d'accord avec toi, mais ça revient à ton argument de tout à l'heure. Tu le mets où quand les grands postes, tu as gardé les mêmes ministres, tu comprends? Donc, comment tu prévois une promotion pour un gars comme Bernard Drinville quand
Voyons, les dossiers économiques, c'est déjà pris. Finance, c'est déjà pris. Santé, c'est déjà pris. Ouais, donc, mais tu mets où? oui, mais Bernard Drinville a demandé au premier ministre d'avoir ressources naturelles et énergie. Ah, Je te rappelle que ça serait intéressant, ça. Ouais. énergie, avant 2022, où monsieur... C'était associé à l'environnement, je pense. Non, à c'était à ressources naturelles. Exact. Ça a toujours été aux ressources naturelles. Et d'ailleurs, c'était ce qui faisait que les ressources naturelles étaient un trait d'union vers un ministère économique. Donc, tu sais, par exemple, à l'époque, l'économiste Clément Gignac, Jean Charest l'avait nommé au développement économique, puis après le développement économique, il l'a envoyé à ressources naturelles et énergie, parce que énergie, c'est un gros dossier. Ressources naturelles aussi, ça a un impact économique énorme. Puis surtout, quand tu es titulaire du dossier de l'énergie, tu es aussi responsable d'Hydro-Québec. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Et je crois que... puis là, évidemment, je le saurai jamais, mais je crois que à partir du moment où le premier ministre n'était pas pour enlever le bout énergie à Mme Fréchette, Christine Fréchette, et donc de ne pas le retourner aux ressources naturelles, par la force des choses, Bernard Drinville n'allait pas accepter, c'est pas qu'elle n'allait pas accepter, mais disons que c'était moins intéressant pour lui d'aller aux ressources naturelles sans énergie. Et puis moi j'avais cru comprendre qu'il voulait quelque chose qui se rapprochait davantage du développement, quelque chose qui se rapproche davantage de l'économie. On ne sait jamais, hein, si jamais il y a de l'intérêt dans l'air là, plus tard, là, c'est toujours bien dans un CV. Hein. Sonia Lebel, et tu sais, on donne beaucoup d'attention au Trésor parce que c'est évidemment lié au budget, puis tu gères la monnaie du gouvernement. Mais honnêtement, je pense que le passage en éducation, moi, je le vois comme une promotion. De te donner un ministère qui, dans ma tête à moi, tu as finance, en termes d'importance, là, finance, éducation, santé, ou santé, éducation. Là, donc, pour moi, c'est les top ministères. Là, Trésor, je comprends, OK, t'es la sacoche, comme disait Jean Charest, c'est toi qui distribue l'argent. Il y a un aspect très responsable, on ne veut pas dépasser les budgets, etc. Mais en termes de gestion de ministère, là, quand tu as quelque chose comme la santé ou l'éducation, c'est quand même énorme. Moi, je pense que pour elle, dans ma tête à moi, c'est une promotion pour Sonia Lebel. Alors, je ne sais pas si c'est une promotion, mais ce qui est certain, c'est que c'est une très belle marque de confiance. Et ça veut dire aussi que le premier ministre l'a en haute estime, Sonia Lebel, parce que Madame Lebel, c'est une très bonne communicatrice. Elle peut être très bonne sur le terrain. Quand elle était au Trésor, et elle a quand même été au Trésor pendant plus de 5 ans, elle faisait moins de terrain. Et M. Legault et son gouvernement a besoin de ses meilleurs éléments sur le terrain. Ouais. Et là, en allant à l'éducation, elle va être davantage sur le terrain. Et attends, il l'envoie à l'éducation pas n'importe quand, parce que je te rappelle que c'est elle qui a fait les négociations avec les syndicats de la fonction publique, c'est-à-dire de renouveler les conventions collectives. En renouvelant les conventions collectives, le gouvernement Legault a tout donné aux syndicats. A tout donné, c'est-à-dire aujourd'hui, ils veulent faire la guerre aux syndicats pour mille et une autres raisons, là, mais le gouvernement Legault a tout donné aux syndicats. Donc, c'est une Madame Lebel qui va arriver dans l'éducation sans avoir été trop amochée, parce que si le gouvernement Legault s'était tenu debout devant les syndicats puis n'avait pas fourni aux syndicats ce qu'ils voulaient, il n'aurait pas pu l'envoyer, Madame Lebel, là, parce que là, ça aurait été une guerre terrible. Il va se dire, c'est la même qui nous a pas cédé ce qu'on voulait, blablabla. Là, tu sais. Là, c'est une Sonia Lebel qui leur a accordé des hausses de salaire. Je pense que les plus hautes hausses de salaire, je crois que jamais un gouvernement n'a accordé, etc. Puis pas juste là-dessus, hein, parce qu'il y avait tout un tas de choses. Puis là, je veux pas commencer à essayer de fouiller dans ma mémoire. Je vais mettre trop de temps à m'en souvenir. Mais bref, c'est ça. Alors moi, je pense que c'est une belle marque de confiance. Pour revenir un instant au Trésor, regarde, moi, je pars toujours du principe que tous les postes ministériels sont importants. Mais je suis d'accord avec toi, le Trésor, ça peut fluctuer.
il y a des moments où c'est important. Oh, en fait, c'est toujours important, mais il y a des moments où c'est plus important que d'autres. Mhm. Et pour moi, je retiendrai un moment où avoir été président du Conseil du Trésor avait été très important, c'était sous Philippe Couillard avec Martin Coateux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand tu es président du Conseil du Trésor, tu es aussi responsable de l'appareil gouvernemental. Donc, comment je vais dire ça? Donc, à chaque fois que tu as envie de faire le ménage à l'intérieur du gouvernement, tu as besoin d'un Conseil du Trésor fort, à sa tête, un président ou une présidente du Conseil du Trésor très fort ou très forte. J'ai cru comprendre que c'était une des missions voulues aujourd'hui par le premier ministre Legault, parce qu'il dit que le modèle québécois est dépassé, etc. Ça fait 7 ans qu'il est là, mais enfin bref. Et qu'il faut s'attaquer à certaines vaches sacrées, etc. Là, je dis pas qu'il a tort nécessairement, mais c'est juste que c'est un peu ironique quand tu débutes ta 8e année de le dire. On va revenir avec François Legault. Là. On va finir avec lui. Mais non, je suis d'accord avec toi. Puis, évidemment, on va parler aussi de France-Hélène Duranceau. Mais avant ça, parlons de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault qui s'est sauvée par la peau des dents. C'est ça l'expression, the skin of your teeth? Ouais, ça, c'est, en anglais. En français, c'est un peu moins chic. C'est par la peau des fesses. La peau des fesses, OK. Puis là, on parlera pas de ça d'une dame. Alors... Non, mais honnêtement, parce qu'elle aurait pu avoir le même sort que François Bonnardel, parce que les deux qui se sont distingués, si on veut, de toute cette affaire-là, de sa clique, ben c'était elle et François Legault, pas François Legault, François Bonnardel. Elle est envoyée aux affaires municipales. Affaires municipales, ça a déjà été un ministère quand même important, avec des défis importants qui étaient reliés aux municipalités. Mais cette fois-ci, je pense que le climat est quand même assez calme. Il y a une élection municipale qui s'en vient. Tu vas pas froisser des choses lors d'une élection. Tu vas le laisser faire. Puis par la suite, évidemment, elle va avoir du boulot, surtout s'il y a une nouvelle administration, c'est-à-dire si un autre parti, si par exemple Soraya réussit à gagner, ben là, c'est une autre discussion. Il y a peut-être des dynamiques qui vont changer. Mais tout ça pour dire que je pense que peut-être M. Legault a voulu la sauver et lui a donné un ministère qui n'est pas, comme tu as dit, une grande rétrogradation. Et en même temps, c'est un ministère où c'est quand même calme, puis on va pas entendre parler d'elle trop souvent non plus. Donc, regarde, t'as gardé ton garde du corps, OK? Puis, heureusement, on prie que tu feras pas les nouvelles à tous les jours non plus. Donc, you're welcome, tu sais? Alors, excuse-moi, j'ai un blanc parce que mes idées se sont bousculées. Guilbeault. Ouais. Voilà, excuse-moi, parce que là, j'étais déjà en train de faire d'autres calculs. Excuse-moi. Alors, Guilbeault. Guilbeault, d'abord, je vais la défendre tout de suite. Moi, je ne pense pas que elle aurait mérité le même sort que Bonnardel. Je te dis pas que tout a été comme il aurait fallu que ce soit au transport lorsqu'elle y était. Il y a quand même la responsabilité ministérielle. Il y a un bout qui lui incombe, c'est sûr. Son témoignage à la commission, c'était moyen. Mais en même temps, c'est jamais un exercice facile de faire ça. Mais moi, je m'excuse, mais pour moi, Geneviève Guilbeault, elle s'est mangé les tartes qu'aurait dû se manger François Bonnardel avant elle. Et donc, sais-tu quoi? Elle a mangé la tarte, mais que lui soit rétrogradé, soit été mis à la porte du Conseil des ministres, c'est une bonne chose. Moi, je vois pas pourquoi elle aurait dû payer pour quelque chose qui, essentiellement, s'est fait sous François Bonnardel, sans crier gare, sans quoi que ce soit. Je te dis pas qu'il n'y a pas un pourcentage de responsabilité qui lui incombe. Non, mais surtout, juste pour ajouter quelque chose, c'est que durant toute cette affaire, à date, elle est la seule qu'on peut prouver une trace de documents, de courriels, qu'elle était au courant
des dépassements de coûts et qu'on l'avait avisé, tandis que François Bonnardel, il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on a pu démontrer, je sais pas, mais c'est elle qui a été la seule jusqu'à date qu'on a pu démontrer. Il y a un paper trail que... Non, il y a un courriel. Oui, je sais de quoi tu parles, avec un courriel, avec un apron dans lequel on voyait des chiffres, etc. Est-ce que ils l'ont vu, pas vu dans la rencontre qui devait avoir lieu, etc. Alors, regarde, on va inviter les gens qui nous écoutent à aller réécouter la commission Galland et lire les articles à ce sujet-là. Mais non, c'est-à-dire que celui qui s'est levé en chambre, qui a dit on m'a menti, on vous a menti, on nous a tous menti, alors que non, la commission Galland a fait la démonstration qui était au courant, etc. Non, c'était Monsieur Bonnardel. Je m'excuse aujourd'hui. Je donne l'impression de pas être très gentil avec lui. Ben non, je le suis pas. Mais tu sais, no hard feelings, c'est pas personnel, mais c'est comme ça. Je veux dire, il a pas été bon, tabarouette. Il a pas été bon. Ouais. En fait, il a fait exactement ce qu'un ministre devrait pas faire, ou il n'a pas, ou tout du moins il n'a pas agi. Mais dans le fond, à quoi tu sers comme ministre si tu fais pas ça, si t'es pas derrière, si tu cherches pas, si tu vois pas, etc. Alors, tu sais, je veux bien ensuite que tu viennes me dire j'ai pas vu, j'ai pas ceci, ils nous ont caché, etc. OK, donc alors peut-être que tu étais bon à l'opposition, même à ça, je suis pas sûr, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu n'étais clairement pas fait pour être à la tête d'un grand ministère. Il y aurait peut-être eu d'être bon au ministère du Tourisme, peut-être, là, tu sais, et puis aller rencontrer du monde ici et là, etc. Mais un gros ministère comme les transports, avec des sociétés d'État comme la SAQ, comme la STQ, etc. Et qu'il faut qu'il ait les deux yeux, les deux mains, les deux pieds dedans, pas pour nécessairement toujours intervenir, parce qu'il y a quand même une gouvernance là-dedans qu'il faut respecter, mais minimalement d'être responsable et imputable de tes affaires. Non, excuse-moi, bye-bye. Mais Madame Guilbeault, non, Madame Guilbeault, non. Alors, Madame Guilbeault, sa rétrogradation, elle est symbolique. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé le titre de vice-première ministre. Ah oui, en plus. Qui n'a pas été donné à quiconque, une autre personne. Ça n'a pas été donné à personne d'autre. Donc, c'est intéressant quand même, ça. Oui et non. Je vais revenir au titre de VPM. Je vais juste rester sur Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, elle hérite des affaires municipales. Je trouve que c'est un très bon choix. Pour deux raisons. D'abord, c'est une continuité logique. Elle a été à la sécurité publique et elle a été au transport. Donc, le lien ou le pas à faire entre ces deux ministères-là et les affaires municipales, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est-à-dire, je ne vais pas te dire c'est la même chose, évidemment, c'est des ministères différents, à vocation différente, mais c'est des ministères qui sont très complémentaires. Donc, c'est quand même très intéressant. Je te rappelle d'ailleurs que il y a déjà eu Martin Coiteux qui a eu sécurité publique et affaires municipales en même temps, et il y a eu Sylvain Gaudreault qui avait eu affaires municipales et transport en même temps. Donc, c'est pour te dire à quel point ces ministères-là sont complémentaires. Donc, dans son cas, elle vient boucler la boucle. Autre chose, Madame Guilbeault, c'est une femme de terrain. Tu sais, t'allais pas l'envoyer à la famille. Écoute, elle a aucune émotion. Non, mais elle a aucune émotion. Tu sais, je veux dire, elle va voir un petit enfant en train de pleurer, elle va le kicker, là. Non, j'exagère. 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 Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, elle n'incarne pas ça. Elle est peut-être douce dans la vraie vie. Là, je ne sais pas, je la connais pas personnellement. Elle est peut-être... mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne laisse transparaître aucune émotion. Tu peux pas l'envoyer dans des ministères comme ça, là où ça... comme France-Hélène Duranceau qui était à l'habitation, tabarouette, elle avait aucune émotion, elle avait aucune... je veux dire, habitation, là, il y a des gens là, qui souffrent, là, fait que, puis... Donc,
il faut que tu aies de l'empathie pour certains ministères. Elle va là, c'est une femme de terrain, elle est bonne à faire du terrain. Elle va aller sur le terrain, elle va aller voir les municipalités. De toutes les manières, ce qu'il y avait à donner aux municipalités, ils les ont déjà donnés. Là, le point de TVQ, etc. C'est fait, la job est déjà faite. Ce qu'elle va faire, elle, maintenant, c'est de se promener. Puis c'est là qu'elle est à son meilleur. Fait que François Legault, honnêtement, chapeau, très bonne décision de l'avoir envoyé là. Très rapidement, je suis très content pour notre ami Christopher Skeet, qui le premier ministre à être venu à notre podcast. Est-ce qu'il était ministre déjà à l'époque? Oui, parce qu'il y avait un gars... L'histoire avec mon chien. Ouais, c'est vrai. Mais non, très content pour lui. Il était ministre délégué, puis là, il hérite vraiment d'un ministère quand même intéressant, hein, à faire relations internationales. Et francophonie. C'est quand même, c'est bien pour lui. Moi, je suis très content. Et puis, c'est un gars intelligent et je pense qu'il a bien mérité sa place. Ben, c'est intéressant parce que en tout cas, je ne sais pas quelles sont ses entre guillemets qualifications spécifiquement pour ce poste-là. Tu vas me dire, il y a des gens qui en avaient pas spécialement là, mais par exemple, il a peut-être un intérêt pour ça. Le fait d'avoir été au PME lui donne une vision de ce que vivent les entrepreneurs québécois en lien avec le commerce avec les États-Unis, les tarifs, etc. Il a été quand même assez impliqué dans ces dossiers-là. Donc, il a probablement développé une connaissance, une sensibilité politique. Donc, d'envoyer une personne qui avait des dossiers économiques aux relations internationales à un moment où les relations internationales du Québec vont peut-être regarder plus vers le sud, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Alors, relations internationales, c'est aussi francophonie internationale, les autres pays de la francophonie. Et c'est drôle parce qu'il est aussi responsable des relations avec les communautés québécoises d'expression anglaise. Ouais. Lui qui d'ailleurs est bilingue et je pense que son histoire familiale, c'est qu'un des deux parents est anglophone. Mm-hmm. Et l'autre parent est francophone. Alors ça, c'est un peu drôle parce qu'il a à la fois la francophonie internationale et j'ai presque envie de dire l'anglophonie québécoise locale. Oh ouais. Donc, c'est bien. Mais écoute, c'est une bonne nouvelle pour lui. Bravo. Je pense qu'il doit être content. C'est un beau mandat. Je lui ai envoyé un petit message ouais, non, je suis très content pour lui. L'autre ministre... Et moi, mon réflexe, c'était « fuck, it's about time ». Tu sais, pourquoi qu'ils l'ont pas fait au début? Yann Lafrenière qui s'en va en sécurité publique. Il garde évidemment l'ancienne responsabilité de relations avec les Premières Nations. Mais honnêtement, comment t'as pas pu penser à mettre Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, dès le début? Et surtout maintenant, avec toutes les violences, tout le chaos qu'on voit dans nos rues, il y a devant lui une tâche vraiment énorme de voir si même c'est possible d'établir de trouver, je sais pas quelle solution, mais c'est pas un secret là que la violence dans nos rues, puis le désordre, puis je sais pas trop quoi là, tu sais, les nouvelles cette semaine au centre-ville, des garderies qui ferment parce que ils se sentent plus en sécurité. C'est un dossier qui pour moi est très important. Et on doit remettre un peu de... Écoute, voyons... Yann Lafrenière. Alors, lui, il doit être aux anges parce que c'est un ancien policier qui devient ministre de la Sécurité publique. C'est comme un peu le summum, tu sais. Surtout que Yann Lafrenière avait eu beaucoup de visibilité, mais n'était pas nécessairement le patron de la police à Montréal. Là, ouais. C'était pas le chef du SPVM. Il était plutôt porte-parole, mais il était quand même bien connu, bien respecté et tout. Et tu sais,
Donc, arrivé là, ça devient pour lui une belle promotion. Il garde les affaires autochtones parce qu'il y a fait un travail exceptionnel. Alors, il paraît que, écoute, tout le monde fait qu'applaudir le travail qu'il a. Il le garde. Écoute, habituellement, un ancien policier ne devient pas ministre de la Sécurité publique parce que c'est un mélange que tu essayes d'éviter habituellement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Mais en même temps, regarde, il reste une année. C'est pas trop pire. Il a une belle approche, assez, j'ai envie de dire, pédagogique, une bonne philosophie des choses. Donc, ça pourrait être une très bonne chose. Puis oui, sécurité, c'est important. Grande région de Montréal. Les gens ressentent de l'insécurité. À juste titre ou pas, je ne le sais pas. Je peux imaginer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur si... comment dire? Il n'y a pas de raison qui augmenterait le sentiment de sécurité s'il n'y avait pas quelque chose justement qui se passait, des changements et autres. Mais il y a plein d'affaires qui se passent, puis je ne veux pas rentrer dans ce terrain-là, mais il y a des enjeux politiques qui se passent dans le monde qui affectent un peu le climat social, puis on le voit, là, puis en tout cas... Bon, mais c'est pas juste ça, hein, parce que je pense pas, honnêtement, ceux qui aujourd'hui, parce qu'il y a eu un sondage, là, c'est au niveau municipal que ça a été fait, en vue des élections municipales, c'était pas tant le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité des Montréalais, là, vient du fait que, malheureusement, il y a de plus en plus de sans-abri, d'itinérants. Ces itinérants-là ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes ou des personnes dangereuses, mais malheureusement, ça vient avec des problèmes de santé mentale qui s'est beaucoup accentué. Qui dit santé mentale, dit, comment dire, les gens, ils savent pas trop ce qu'ils font. Il y a une garderie qui veut déménager au centre-ville parce qu'ils en peuvent plus, des itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, qui crient après les enfants lorsqu'ils les sortent, etc. Donc, il y a ça. Excuse-moi, mais au nombre de jeunes qui tirent avec des armes à feu, là, randomly, là, genre au hasard sur du monde, pop, etc., ici et là, à Montréal, Laval, etc., des entrées par effraction, des trucs... c'est surtout ça. Maintenant, ce qui se passe dans le monde, oui, il y a peut-être parfois des tensions, mais c'est pas le gros du sentiment d'insécurité. Parlons maintenant de M. Legault. Déjà? Attends, mais il y a d'autres... Il y a d'autres personnes, là. Il y a plus de... Ouais, il y a d'autres personnes qui ont changé. Je ne sais pas si... regarde... Jolin Barrette, il ne change pas, mais c'est quand même important de mentionner que Jolin Barrette va avoir un énorme dossier, celui de la Constitution. Ouais. En plus parce que, tu sais, la Cour suprême va se prononcer sur la loi 21. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir. Madame Duranceau, on l'a dit, va avoir un rôle à faire un peu le ménage à l'intérieur du gouvernement parce qu'elle est ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État, en plus d'être présidente du Conseil du Trésor. Ouais. Le reste reste pas mal le même. Benoît Charette qui s'en va en infrastructure, regarde. Ouais, je ne l'ai pas trop compris, celle-là, non plus, effectivement. Et Pascal Derry qui s'en va en emploi. À l'emploi. Jean Boulet au ministère du Travail, il reste ici, mais attention, apparemment, grosse job en perspective en lien avec les syndicats. Martine Biron à l'enseignement supérieur, Jonathan Julien. Ça, c'est drôle parce que Jonathan Julien, je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui l'attendait, qui s'attendait à le voir avec une promotion. C'est une grosse promotion quand même pour lui, là, les transports et la mobilité durable. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça, transport, là, c'est quand même, tu sais, on parlait tantôt de ministères importants. J'ai mentionné la santé, l'éducation, évidemment, c'est logique, là, tu sais, le gros du budget va à ces ministères-là. Mais transport, là, tu sais, tu peux pas donner ça à n'importe qui. Moi, je le connais pas, M. Julien. Il était toujours un peu dans l'ombre. Oui, effectivement, c'est une grande promotion. Puis, reste à voir avec tout ce qui se passe en ce moment, comment il va réussir à gérer... à gérer tout ça. Juste un dernier truc, quand même, je voudrais pas passer sous silence avant de parler de M. Legault.
j'aimerais parler de Samuel Poulain, Oui. qu'on a reçu ici. Samuel et moi, on a milité quand on était tout jeune à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Vous aurez compris que lui a eu une autre trajectoire, c'est-à-dire que à un moment donné, il a rejoint la CAQ. En fait, c'est pas à un moment donné, il était là à la CAQ depuis la création de la CAQ, dans le fond. A été porte-parole, attaché de presse de l'aile parlementaire à la CAQ, puis attaché de presse de François Legault. Bref, a occupé ces postes-là. À l'époque, il y avait aussi dans le cabinet de M. Legault Benoît Charette, il y avait aussi Sonia Lebel qui était au cabinet de M. Legault à l'opposition, etc. Eh bien, Samuel Poulain a monté les échelons un à un. Aujourd'hui, Samuel Poulain est ministre, délégué à l'économie, délégué au PME, dans le fond. Moi, honnêtement, je le félicite. Ouais. Bravo pour son parcours. Puis, c'est quelqu'un qui, je crois, a les valeurs à la bonne place et il travaille, il est très habile. C'est un très habile communicateur. Exact, ouais. Il vient de la Beauce, de Saint-Georges. C'est le comté de Beauce-Sud. Tu le sais, George, la Beauce, c'est la région de l'entrepreneuriat par excellence au Québec. Et les entrepreneurs et les PME, c'est le moteur de l'économie du Québec. Il vient de là. Moi, je trouve que c'est un très bon choix de M. Legault de l'avoir mis là. Alors, ça, c'est une belle Non, nouvelle. je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, tous ces beaux mots que tu as dit, Salim, pour les jeunes qui écoutent, là, c'est l'exemple parfait. Tu sais, les jeunes qui aspirent un jour faire de la politique ou devenir élus, regardez ces gens-là, comme Samuel Poulain, puis il y en a d'autres, hein, c'est pas juste Samuel Poulain, il y en a beaucoup d'autres et on en a beaucoup d'exemples de jeunes qui ont commencé dans les commissions jeunesse, qui ont grimpé comme attachés politiques ou attachés de presse, conseillers au cabinet de ministres, de premiers ministres, là, élus, puis qui réussissent à devenir ministres. C'est un excellent parcours. Puis pour les jeunes qui aspirent un jour suivre ces pas-là, ben vous avez des exemples devant vous. Est-ce qu'on parle de qui d'autre, là? On a il y a France-Hélène Duranceau, oui, qui s'en vient au Trésor. Des grandes responsabilités, parce que si on se base sur le discours de M. Legault qui disait désolé, il y a des messages qui rentrent. Donc, si on se base au discours de M. Legault qui dit, ben là, il faut se forcer. On a eu le message clair des Québécois, puis on va faire les changements nécessaires, puis on va faire le ménage qui est nécessaire. Comme toi, Salim, mon premier réflexe, c'est maintenant. Tu sais, maintenant, tu sais, qu'est-ce que tu faisais quoi il y a 8 ans, là, tu comprends? En tout cas, on donne le bénéfice du doute, là, on donne une chance aux coureurs. Et apparemment, c'est France-Hélène Duranceau qui va assumer cette responsabilité d'être la méchante là, qui va contrôler le trésor, le budget, les fonds. Mais honnêtement, là, la joke plate de François Legault, si t'es pas un comédien, si tu as un historique de joke plate qui ne réussissent pas, ben tout simplement, fais pas la joke. Parce que ça allait super bien. Moi, je regardais le discours Salim, puis je voyais quelqu'un que il y avait cette image d'un premier ministre fort, déterminé. Cette image qu'on s'est tous habitués de François Legault, l'élu, le politicien d'expérience, passionné par ce qu'il fait. Puis là, tu sors une joke plate comme ça. T'as tout ruiné. Tout ton discours vient juste de tomber à l'eau à cause d'une joke plate comme ça. C'est quoi ça, là? Alors, je peux juste te dire, dans contrôler ton message, dans laisser... Tu sais, parce que ça veut dire quoi contrôler son message en communication d'une manière générale et en politique en particulier? C'est que tu veux pas de ce qu'on appelle en anglais des sideshows. Ouais. Tu veux pas qu'il y ait quelque chose
qui détourne le regard des journalistes, des observateurs, du public, de l'essentiel de ce que tu attends. Donc lui, il annonce son remaniement il y a 3 mois. Pendant tout l'été, il se fait questionner. Les cabinets, ils s'en pouvaient plus. Le staff savait plus s'il gardait sa job ou pas. Mais même son caucus, c'est la panique. Qu'est-ce qui va arriver? Exactement. Puis forcé à dire s'ils vont se représenter ou non. Hey, comment, man? Hey, il mange... il s'attendait pas à aller témoigner à la commission. Il s'était ramassé, lui, puis son directeur de cabinet à la commission. Bref, tout ça... Puis je les ai quand même... Honnêtement, je l'ai quand même trouvé bon, M. Legault, parce que malgré toutes les embûches, celles qu'il s'est créées et celles qui lui sont tombées dessus, je l'ai trouvé assez bon à naviguer là-dedans pour se rendre à cet accouchement qui est le Conseil des ministres. Soit dit en passant, les médias ont sorti toute la liste avant même. Et c'est la première fois. C'est la première fois que je vois une affaire de même. Là. Tu sais que je n'ai rien appris parce que je l'ai écouté, moi, le remaniement là, en direct. Je voyais, mais écoute, je les avais tous. Tous, ben, ça avait été publié. Donc, tu sais. Mais comment ils font pour couler toutes? C'est rare. Là. Ça, c'est jamais. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est la preuve qu'il y a peu de discipline, voire pas de discipline. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire, il fait tout ça. Il a même préparé la sortie de 2 personnes qui méritaient pas nécessairement de sortir, mais c'était le moment peut-être de leur dire aidez-nous à faire de la place. C'est André Lamontagne et Suzanne Roy qui méritaient pas nécessairement de sortir, là, franchement, mais qui ont été de bons joueurs, surtout André Lamontagne qui était là depuis l'opposition, qui est un bon ami de M. Legault. Ils ont soigné leur sortie dès le lundi pour dire que c'était pas... il les a pas congédiés comme ministres. Ils se sont juste entendus. Et je le crois. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu sais que je pense que je l'avais dit sur le podcast. Et je me trouvais bien bon d'avoir imaginé cette discussion-là. Il a tout fait. Il arrive... Il présente son conseil des ministres. Puis là, il appelle une de ses ministres Cruella. Non, mais c'est pas ça, Salim. C'est qu'il s'est retenu. Il a dit, bon, on va pas faire des jokes plates. Mais là, il a dit la joke. Ouais. Mais non, mais écoute, d'abord, il a aucun talent pour l'humour, là. Je sais pas. Ouais, non, mais parce que, tu sais, c'est pas parce que tu aimes rire que tu as de l'humour. Ah, man. L'humour, honnêtement, moi, il y a... Non, mais t'as vu le visage de la ministre, là, tu sais, tout de suite, les caméras sur son visage, puis juste à côté d'elle, il y a Drainville qui se retenait. Il dit comme, non, mais... Qu'est-ce que t'as dit? Mais non, mais c'est parce que... d'abord, il n'avait pas fini son discours, que les caricatures avaient déjà commencé à sortir. Toutes les caricatures d'elle en Cruella. Non, mais pauvre elle, franchement. Là, ensuite, t'imagines... tu sais que ça va la suivre, ça. Ben, yeah. Ça disparaîtra pas, ça va la suivre pour le restant du mandat. Oui. Là. Ben oui. Donc c'est quand même terrible. Sincèrement, elle a toutes les raisons du monde de lui en vouloir au premier ministre. Elle le dira pas, elle va dire qu'elle s'en fout, blablabla. Non. Il l'a quand même appelé Cruella, là, tu sais. Ben oui. Puis, c'est pas insultant. En fait, je peux même comprendre que derrière des portes closes, il se charrie parce que tout le monde se charrie. Y a-tu des collègues qui se charrient pas puis qui s'inventent pas des petits trucs? En politique, ça arrive très, très souvent, peut-être même plus que dans d'autres mondes. Mais il y a une chose en politique, c'est que tes adversaires, qu'ils soient du bord des médias ou du bord des oppositions, ils te définissent. Mais là, si tu leur donnes matière à définir un de tes ministres, ou une de tes ministres en l'occurrence, ben, c'est foutu. Ouais. Alors moi, je te le dis, je pense que si j'avais été son directeur des communications, je leur ai dit... Facepalm. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais sincèrement, c'est moyen. Là. C'est très moyen. Je pense... tu sais, je te parle pas ici au Québec, etc., mais tu sais, disons un Top Gun
de communication qui aurait été derrière ça. Il aurait dit, OK, François, je t'ai amené jusqu'au Conseil des ministres. Moi, bye, ciao, je vais aller faire autre chose. Au Québec, en politique, ça se voit pas, ce genre de choses-là, mais en tout cas, pas pour un truc aussi banal. Mais c'est parce que, franchement, là, c'est-à-dire, ça fait des... Écoute, je sais pas si tu as remarqué, là, mais depuis le remaniement, il y a environ 4-5 publicités de la CAQ qui circulent. Donc, ça veut dire... Et apparemment, elles ont été faites depuis le printemps. Donc, depuis le printemps qu'elles attendent, là, puis elles ont été diffusées depuis le remaniement. Et elles sont en continu là, depuis le remaniement. Très bien, donc ça veut dire qu'ils avaient... Non, il y avait un plan. Il y avait un plan. Il y avait un plan. C'est très bien d'avoir le plan. C'est parfait. Mais... Puis c'est pas le fait de l'avoir appelé Cruella qui change le plan. Ça change pas le plan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu penses à tout, puis tu veux que le message reste le message, puis tu veux... En plus, Cruella. Dans le nom, il y a une raison pour laquelle cette dame-là... Quand tu penses... Pourquoi elle s'appelle Cruella? Mais oui, mais quand... Cruella, ça vient de cruel. Mais oui. C'est un jeu de mots. Mais... Donc, ça veut dire que il lui demande à Madame Duranceau de jouer un rôle... de jouer un rôle cruel. Donc, ça veut dire que quelque part, quelqu'un va... Je comprends. Tu vas me dire, oui, mais Salim, c'est une image, etc. Oui, je comprends que c'est une image. Mais c'est quand même révélateur de quelque chose. Même si c'est 1% de quelque chose, là, mais c'est révélateur de quelque chose. La dernière chose, puis on va finir là-dessus, que moi, j'ai retenu, le désir de M. Legault de continuer à se battre pour les Québécois. Donc, encore, il donne... il indique qu'il va demeurer là, qu'il va demeurer en poste, qu'il va faire l'élection l'année prochaine. Moi, je garde toujours des doutes. On en a déjà parlé longuement là-dessus. On ne va pas revenir. Et la dernière chose, et ça, je l'ai aimé un petit peu, quand il a dit, tu sais, à son âge, il n'est pas intéressé à des concours de popularité. Il est là pour l'amour du Québec et des Québécois. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit jab à Pablo, peut-être. Et à Marois, tu sais, quand il a dit, tu sais, à mon âge, là, ça m'intéresse pas les concours de popularité, je suis pas là pour ça. Et... moi, je sais pas, moi, je pense que c'était plutôt pour dire, parce que bon, je veux dire, Pablo Rodriguez ou Marois Risky sont pas particulièrement populaires dans le sens ils sont pas non plus à des taux d'approbation à 70% ou quoi que ce soit là, tu sais, je veux dire ils sont peut-être plus populaires qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps, mais il reste que voilà. Je pense pas que ce soit ça. C'est une manière, je crois que son message, George, c'est que je me laisserai pas démonter par les sondages et mon intention c'est d'aller jusqu'au bout. Puis, rendu à l'élection, les Québécois décideront. Moi, je pense qu'ils voteront pour moi. Mais s'ils ne votent pas pour moi, j'aurais fait 2 mandats, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Puis, je m'en vais jouer au tennis avec mon épouse. Puis, that's it, là. Ouais. À suivre, évidemment. On va voir la session parlementaire qui commence la semaine prochaine. Ça va être quand même intéressant. Ça va être... C'est la semaine prochaine? Non, c'est dans 2 semaines. C'est ça. Dans 2 semaines, le Parlement, il a prorogé le Parlement. Donc, fin septembre. D'ici là, on va mettre un point. On se prépare. On a une autre entrevue, on a un invité. Donc, allez vous abonner, appuyez sur les alertes, comme ça vous allez être notifié quand il y aura un nouvel épisode. Et on a un invité quand même très intéressant qui revient sur le balado. Donc, ça vient la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Et d'ici là, on vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Et on se voit très, très, très bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, bye. Ciao.